Le drame des migrants à la une de cette édition de Méditerranéo. L'Italie est en première ligne, elle doit faire face à une arrivée massive de personnes qui ont fui leur pays, mais elle doit aussi procéder à un long travail d'identification. Toujours au large de l'Italie, nous avons suivi pendant plusieurs jours les opérations de sauvetage menées à bord du navire l'Aquarius. En seconde partie d'émission, nous suivrons le travail réalisé à Monaco et en Égypte par Pierre Frolla, le champion du monde d'apnée qui a créé l'École Bleue. Enfin, la séquence mémoire avec une évocation du volcan de Santorin en Grèce. Le drame des migrants 2017 risque d'être l'année la plus meurtrière en Méditerranée. Entre janvier et août, plus de 2500 personnes ont péri lors de naufrages alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe. L'Italie est particulièrement concernée. Elle doit faire face à une arrivée importante de migrants mais aussi de cadavres à identifier, rendre aux familles ou bien inhumer. Un canot pneumatique à la dérive dans les eaux de la Méditerranée au nord de la Libye. Près de 200 personnes à bord. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont secourus par l'ONG Open Arms, mais le drame a déjà eu lieu. Il y a 10 cadavres dans le bateau. 2, non, 3 ont sauté dans l'eau, les autres sont dans le bateau. 13 cadavres, dont 2 femmes enceintes. Morts dans un mouvement de panique lorsque l'embarcation a commencé à se dégonfler. De nouvelles victimes à ajouter à la longue liste des migrants et réfugiés disparus en Méditerranée. Quelques jours plus tard, les naufragés en ont rejoint d'autres à bord du Vos Estia, le navire de l'ONG Save the Children. Dans le port sicilien de Trapani, ce sont au total 254 personnes qui débarquent. Nous avons 6 enfants qui sont orphelins maintenant. Ils ont quitté la Libye avec leur mère et maintenant ils sont orphelins. Il y a 160, 170 survivants, ils ont perdu des amis, des parents et ils l'ont vu. C'est arrivé sous leurs yeux, ils n'ont rien pu faire. Dans un moment pareil, vous pensez certainement à vous-même. C'est chacun pour soi. S'il y a un mouvement de panique dans le bateau avec des vagues de 2 mètres de haut et vous n'avez nulle part où aller, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez pour votre vie. Et c'est ce qui s'est passé. Après les premières constatations de la police scientifique, les 13 corps sont débarqués. Direction la morgue, en attente d'une autopsie. À Palerme, à 100 km de là, au siège de la police scientifique pour la Sicile occidentale, la procédure est malheureusement rodée. Les techniciens ont dû notamment faire face au naufrage de Lampedusa, 366 morts à l'automne 2013. La police scientifique s'occupe de numéroter chaque cadavre et de le photographier. Ensuite, on s'occupe de relever les empreintes et les échantillons biologiques. Et ça, ce sont les effets personnels de chacun d'entre eux qui sont photographiés, répertoriés et confiés aux enquêteurs des brigades mobiles. La priorité des policiers, après un naufrage, est de recueillir les empreintes digitales, lorsque l'état du cadavre le permet. La décomposition est grandement accélérée par l'eau de mer. Dans ce service, les empreintes, la signature de chaque individu, sont comparées aux fichiers de la police et des services d'immigration italiens avant d'être transmises à Interpol. Si nous avons une comparaison, un point de référence, nous identifions la victime immédiatement. Avec l'ADN, nous devons obligatoirement avoir recours à des parents et donc faire des comparaisons qui prennent plus de temps. Dans le laboratoire de génétique de Palerme, qui traite des enquêtes de Sicile et de Calabre, les techniciens sont au travail. Une fois l'ADN extrait de l'échantillon prélevé sur le cadavre, il passe à l'amplification.
Pour pouvoir utiliser l'ADN, il faut passer par plusieurs étapes. Et ça, c'est l'une de ces étapes. Pour arriver en bout de chaîne au génotype de la victime, qui sera comparé avec celui de proches parents. En règle générale, les parents font une reconnaissance sur la base des albums photographiques. Cette reconnaissance sera évidemment confirmée par l'analyse ADN, qui, elle, est une vérification scientifique et objective. Lors du naufrage de Lampedusa de 2013, à peine un tiers des 366 morts ont été identifiés. Pourtant, les membres de la scientifique de Palerme traitent chaque cas avec le plus grand soin. C'est nécessaire parce que nous devons avant tout, dans le cas de cadavres inconnus, leur donner une identité, avant tout pour une digne sépulture et puis aussi du point de vue de la reconnaissance pour les familles qui doivent connaître le sort de leur être cher. Et par rapport à tous ceux qui arrivent en Italie, c'est un devoir puisque nous devons leur donner une identité. En 2016, le port de Palerme a connu une vingtaine de débarquements de migrants. Spécialisée dans la lutte contre l'immigration et le trafic d'êtres humains, la brigade mobile est chargée des enquêtes. Une procédure judiciaire est ouverte pour chaque décès. En première ligne, dans la crise migratoire, l'Italie déploie de grands moyens pour la recherche des causes de la mort et l'identification des victimes, qui passent souvent par les effets personnels des disparus. Il raconte un peu l'histoire de ces migrants, de leur départ jusqu'à l'arrivée sur nos côtes. La question n'est pas que l'Italie soit la seule à s'en occuper. L'idée, c'est qu'à partir du moment où ils débarquent sur le territoire italien, nous devons nous en occuper. Si nous avons le corps d'un migrant, c'est comme si nous avions le corps d'un citoyen sur notre territoire. Alors, nous devons comprendre ce qui s'est passé, rechercher les causes de la mort et faire la lumière sur d'éventuels phénomènes criminels derrière la mort de cette personne, s'il y en a. L'année dernière, ces enquêtes ont permis l'arrestation de 57 passeurs et complices par la brigade mobile de Palerme. Ces passeurs sans scrupules qui ont dirigé des milliers de personnes vers la mort en Méditerranée. Certains de ces disparus reposent aujourd'hui dans le cimetière des Rotoli, à Palerme. Dans ce carré, nous avons inhumé 36 dépouilles de migrants. Inconnu numéro 5, numéro 15 ou victime identifiée, Palerme leur a offert une sépulture. Nous avons une culture de l'immigration et de l'émigration parce que beaucoup de Siciliens vivent en Amérique latine, en Europe, dispersés un peu dans le monde entier. Donc c'est notre devoir, en pensant à nos proches qui sont partis, d'accueillir ces migrants. Pas de carré réservé. Les morts venus de loin côtoient les morts palermitains face à cette mer Méditerranée qui a englouti depuis 2014 près de 15 000 personnes qui rêvaient d'un avenir meilleur. Une équipe de Méditerranéo a passé 10 jours à bord de l'Aquarius, bateau affrété par SOS Méditerranée, une association qui sauve les migrants en mer au large de la Libye. 10 jours pour recueillir des témoignages rares et précieux de migrants qui ont fui leur pays pour rejoindre la Libye, pays qu'ils ont ensuite quitté pour échapper aux tortures dans cette région très instable. « 125 000 personnes ont traversé la Méditerranée entre janvier et septembre 2017. Sur la même période, plus de 3 000 migrants y sont morts, c'est sans compter les disparus. Pour limiter le nombre de morts, des ONG sillonnent la Méditerranée entre la Libye et l'Italie. L'Aquarius, bateau de SOS Méditerranée, est le seul à faire des sauvetages 12 mois dans l'année. Qui sont ces candidats à l'exil? Que fuient-ils? Que cherchent-ils? J'étais un élève, mais il n'y a pas assez de l'argent. J'ai sorti pour gagner de l'argent, quoi à manger. Nous sommes des cultivateurs, il n'y a pas beaucoup de pluie. Ça tombe un mois seulement, ça s'arrête.
tu sèmes les kilas de maïs, riz, tu sèmes ça, il n'y a pas l'eau. Ça se reste, les sèvres, les vaches, tout ça meurt. Maintenant, j'ai en sorti pour gagner de l'argent, comment les parents vont manger. Il n'y a pas quoi manger. Comme Omar, ces hommes fuient la misère de leur pays. Ils viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Tous tentent de rejoindre la Libye pour y travailler. Mais la plupart ignorent que dans ce pays, aujourd'hui instable, le commerce humain s'est généralisé. Les migrants, comme Omar, y sont kidnappés, vendus, torturés. Frappé, il n'y a pas quoi manger, ils te frappent chaque jour. Si tu as mangé à 19h, c'est demain encore à 19h que tu vas manger. Maintenant, chaque jour, c'est à taper, tu pleures beaucoup. Même il m'a cassé avec le qu'il a, la main là. Il te frappe pour que tes parents entendent. Il te donne le téléphone, il te frappe, tes parents entendent. Tu cries là-bas beaucoup. Après, tes parents vont savoir, ah, tu es en souffrance. Tu es en souffrance. Maintenant, ils vont amener l'argent, ils mangent. Après leur sauvetage, ils arrivent à bord pieds nus, épuisés, déshydratés. Ils n'ont plus rien. Seul lien avec leur passé, ces numéros, sauvés de l'eau. À chaque nouvelle arrivée, l'accueil est structuré. Remise de kits de survie et triage, avec remise de bracelets. Le triage consiste principalement en demandant aux personnes qui viennent à bord de quel pays ils viennent, quel âge ils ont, et en général de savoir dans quel état ils se trouvent pour qu'on puisse le mieux utiliser nos ressources et connaître leur situation. À bord, les bénévoles de SOS Méditerranée collaborent avec les salariés de Médecins sans frontières et l'équipage du bateau. Les sauvetages peuvent survenir de jour comme de nuit. Le rythme de vie des équipes dépend uniquement des alertes. Can you hear me? English, français, arabe? À l'est de Tripoli, un canot à la dérive a été signalé par les autorités maritimes italiennes. Comme beaucoup, son moteur a été volé par des Libyens en début de traversée. Ils sont 150 dans cette barque en bois. Ils ont payé chacun environ 2000 € aux passeurs. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à tenter l'exil, environ 16% des voyageurs. Une fois à bord, elles sont séparées des hommes. Leur référente, Alice, la sage-femme de MSF, les sensibilise sur la prostitution forcée qui touche principalement les Nigérianes, comme Mathilda. J'ai rencontré une femme, elle m'a dit que si je partais en Libye, je pourrais survivre, que ma vie serait meilleure. En arrivant en Libye, elle a changé son histoire. J'ai dû travailler comme prostituée. Dans un appartement pour prostituées. J'y étais avec d'autres filles. On était entre 15 et 20. Et elle vous battait? Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Elle avait l'habitude de nous battre avec des fils électriques, quelquefois avec des tuyaux ou des bâtons. Dans l'intimité de sa cabine, Alice retranscrit les témoignages fraîchement recueillis. C'est souvent des viols en groupe, donc c'est souvent, ce sera souvent 2 ou 3 mecs qui la tiennent pendant qu'un autre est en train de la violer. Il y a toujours un élément d'arme à feu qui entre en jeu. Mon esprit n'est pas assez tordu pour pouvoir imaginer ça, en fait. C'est pas possible. J'espère que personne ne peut imaginer ça. C'est juste... c'est une horreur. Elle espère que les certificats médicaux qu'elle rédige aideront les victimes de violences sexuelles à obtenir l'asile plus facilement. Parmi ceux qui fuient la Libye, les Bengalis sont de plus en plus nombreux. Ils ont toujours travaillé en Libye, mais depuis la mort de Kadhafi, ils sont désormais considérés comme des esclaves.
Tadjim, 16 ans, a été capturé, torturé, vendu 2 fois. Ses traces sont celles des menottes avec lesquelles on l'enchaînait avant de le battre. Le traducteur nous explique comment se déroulaient les séances de torture. Battu 2 heures par jour avec la crosse d'une arme ou des tuyaux sur les mollets et la plante des pieds, il restait plusieurs jours sans pouvoir marcher. Il suppliait en vain qu'on le soigne. Sur chaque rotation, un seul médecin est à bord. Lors du dernier sauvetage, il a vite repéré Ibrahim, 16 ans, 1m88, 42 kg. Il a une pneumonie et une septicémie. Il est resté plusieurs jours dans une cellule avec des cadavres en décomposition. Si tu ne vois pas un docteur en Italie, tu n'iras pas mieux. Et tu vas devoir apprendre l'italien aussi. Buongiorno. Io sono. Yeah, very good. You have a couple. Arrivé en Italie, après 2 jours de navigation, Ibrahim sera le premier débarqué. Sur le port de Sicile, les rescapés seront accueillis par les autorités italiennes et la Croix-Rouge. L'Italie, seule à gérer cet afflux, menace de fermer ses frontières. Elle demande de l'aide. En guise de réponse, l'Europe veut stopper les migrants avant la traversée, donc en Libye, où garde-côtes et milices sont quelquefois étroitement liés. C'est une école atypique que Pierre Frolla a créée à Monaco. L'ancien champion du monde d'apnée a choisi de faire partager aux enfants sa passion de la plongée et du monde marin. Pour aller plus loin dans le défi et la connaissance de soi-même, il a décidé d'emmener des enfants en mer Rouge pour une grande aventure. À 38 ans, Pierre Frolla va toujours à l'école. Une école à part qui n'ouvre que lorsque les beaux jours pointent le bout de leur nez. Dans la baie de Monaco, Pierre a créé une école unique. Ici, pas de chaise ni de banc, encore moins de tableau noir. Les palmes et les tubas font office de cartable. Il sait très bien faire le vidage de masque, donc il va vous apprendre à faire le vidage de masque, d'accord? Ici, à l'école bleue, on apprend l'apnée dès l'âge de 8 ans. C'est le seul endroit aujourd'hui à proposer cette discipline aux plus petits. Pierre Frolla en est le directeur et il a mis au point une pédagogie très personnelle. Pour transmettre sa passion, Pierre s'est lancé un défi un peu fou. Emmener des enfants plonger en apnée parmi des dauphins sauvages, loin d'ici, en Égypte. Pierre a sélectionné 4 stagiaires. Sacha et Clément, 13 et 14 ans, et leurs sœurs, Tara et Pauline, 8 et 11 ans. Les heureux élus seront les ambassadeurs de la Fondation Albert de Monaco. On va se mettre là, d'accord? Comme ça, on sera à l'abri, c'est calme. Ces enfants vont bientôt devoir évoluer en pleine mer. Il leur reste encore beaucoup à savoir pour apprivoiser le milieu marin et faire le grand saut dans l'inconnu. Ouais. La difficulté pour des enfants comme ça, c'est qu'ils sont tout petits. La compensation des oreilles, elle ne s'opère pas très facilement. Et puis il y a aussi la notion de retenir sa ventilation, retenir son souffle sous l'eau qui est compliqué. Là, il y a moins d'1,50 m de fond, de façon à ce que toute la dimension justement psychologique, la peur du bleu, la peur du noir, la peur du fond, ce soit quelque chose qui soit mis complètement de côté. Ça nous apprenait à être un peu plus calme que d'habitude dans l'eau. Pourquoi d'habitude c'est comment? Enfin, d'habitude on s'agite un peu, enfin là on était vraiment reposés quoi. Pierre Frolla est un passionné qui veut non seulement partager les richesses de l'apnée, mais aussi faire découvrir aux enfants tout l'avantage d'une aventure où l'on va au bout de soi-même. Alors, sans trop savoir à quoi s'attendre, les enfants quittent la baie de Monaco et s'envolent vers l'Égypte. Direction la mer Rouge et la baie de Sataya. Ici, on peut observer plus d'une centaine de dauphins à long bec
qui vivent paisiblement dans cette baie protégée par une barrière de corail. Le dauphin à long bec est un petit cétacé très rapide et agile. Il chasse la nuit et se repose la journée. Je vous demande surtout de ne pas forcer. Vous allez voir des poissons que vous ne connaissez pas. Quelqu'un a un peu une idée de quelle attitude il faudrait avoir? C'est eux qui nous adoptent? Exactement. On est dans l'eau, on observe. On ne vient pas en fait au contact. On se présente à l'animal et c'est l'animal qui décide s'il va venir à nous ou pas. C'est l'heure de plonger dans le grand bain. Les enfants savent que la mer Rouge est connue pour être une mer à requins. Mais ils n'ont pas été préparés à la possibilité de croiser la route de l'effrayant animal. Et puis la chance que j'ai, c'est le requin il va aller vers moi alors que j'ai peur. Je dis qu'elle a pas peur, mais là... Masque sur le visage. Si c'est rien de traîner, on va y aller de toute façon. Hein. Clément, Sarah, Pauline, Sacha. J'ai nagé avec eux. Et ils tournaient autour de moi et les petits me regardaient, ils savaient pas ce que j'étais, on dirait. C'était bien, ils étaient à ça, je pouvais les toucher, mais j'ai gardé les mains comme eux. Pirate, 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 pirate. Vous avez eu du courage et c'est super important. En fait, c'est très simple. On a peur de l'inconnu. Là, si je te disais, allez, Sacha, tu retournes à l'eau tout seul, 10 minutes et tu reviens, tirer ou pas? Ouais. Par contre, tu l'aurais pas fait ce matin. On a peur de l'inconnu. Une fois qu'on connaît les choses, on n'en a plus peur. Lorsqu'ils seront de retour à Monaco, Sacha, Clément, Pauline et Tara devront transmettre tout ce qu'ils ont appris pour être les tout premiers jeunes ambassadeurs de la protection des fonds marins. Et t'as appris quelque chose sur toi? Que j'ai du courage. Mission accomplie en mer Rouge. Mais Pierre Frolla a déjà une nouvelle idée en tête. La prochaine fois, il emmènera les enfants nager au milieu des baleines. Selon la légende égyptienne à l'origine, l'Atlantide était une île merveilleuse engloutie lors d'un cataclysme. Il pourrait s'agir, dit-on, de l'une des Cyclades en mer Égée, une île disparue il y a plus de 36 siècles au cours de l'énorme éruption du volcan de Santorin. Bien qu'assagi, il est toujours en activité et sa légende nourrit considérablement le tourisme. C'est la séquence mémoire. Y a-t-il quelque chose de spécial dans le fait d'être un habitant de Santorin? Oui, c'est ici que je suis né, c'est ici que je me suis marié, c'est ici que je vais mourir. Et le fait d'avoir un volcan, ressentez-vous quelque chose de particulier? En 1938, il s'est ouvert. Le jour, tu ne voyais pas le feu, tu voyais une grosse masse de fumée. Mais le soir, tu voyais le feu, ça faisait comme un chou-fleur, ça montait très haut. Les touristes, que le chaland mène après baignade au chemin pentu conduisant au cratère, sont sans doute peu nombreux à avoir lu les dialogues de Platon évoquant ce prodigieux continent disparu, cette mythique Atlantide que fut peut-être Santorin. Aujourd'hui, ce volcan est relativement calme, mais vous devez garder à l'esprit qu'il est toujours en activité. L'éruption la plus récente a eu lieu à la fin des années 40 sur l'île de Nea Kameni. Il y a donc toujours le risque d'une petite éruption ici. L'agriculture reste riche à Santorin, mais elle se cantonne chaque année un peu plus au vignoble. Le seul travail de la terre qui s'accommode bien du tourisme et de la renommée nationale et internationale de l'île. Dans les villages de l'intérieur, on grommelle parce que les jeunes ont délaissé d'autres cultures, comme celle des tomates, désormais importées de Grèce continentale. Les moulins, âmes et symboles des Cyclades, ne tournent plus
sauf ceux construits récemment pour les touristes, aux endroits de l'île d'où il est le plus facile de contempler le coucher du soleil. Chaque soir ou presque, Santorin offre au moins cela à ceux qui y vivent comme à ceux qui ne font qu'y passer, un embrasement de la mer aux couleurs des ors de l'Atlantide. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.